Le fort Saint-Ignace n'était pas un lieu, mais une maladie. Il existait là, en 1890, un peu en retrait du Mékong, dans cette portion maudite de l'Annam où la moiteur pénétrait l'os et le bois, corrompant la chair et la fibre des âmes. Au cœur de cette tiédeur putride, le colonel Aimé Valère de Ronsard, la quarantaine rigide et l'œil perpétuellement fiévreux, se battait moins contre les tribus insoumises que contre la peur panique de l'infamie. Son bureau, un cube sombre au plancher tremblant, sentait le laurier rose fané et l'encre moite, témoignage silencieux de la lutte acharnée pour maintenir la décence impériale au milieu du chaos tropical. Ce qui rongeait Ronsard, ce n'était pas la fièvre jaune qui décimait ses troupes, mais les chiffres absents. 15 000 francs, l'équivalent d'une solde trimestrielle, s'étaient volatilisés lors du dernier transport par jonque, quelque part entre Hué et le fort. L'enquête menée à distance par la bureaucratie glaciale de Saïgon était lente, mais implacable. Ronsard savait qu'elle ne visait pas seulement le sous-officier incompétent responsable du convoi. Elle visait le désordre et dans l'esprit de l'armée coloniale, le désordre au sommet équivalait à la trahison. Si le rapport de l'inspecteur Lévesque tombait, celui qui l'attendait sous la lourde bâche de la pluie tropicale qui s'annonçait à tout moment, il ne perdrait pas seulement son poste, mais le ruban rouge de sa Légion d'honneur, le seul blason qui le protégeait du vide existentiel. Sa femme, Adélaïde, représentait involontairement une autre forme de désordre. Elle n'avait jamais supporté l'Indochine. Ses yeux, d'un bleu d'Europe, portaient de la mélancolie des ciels du Nord, un reproche constant à la sauvagerie crue du poste. Elle passait ses journées dans la véranda, sous les moustiquaires déchirés, lisant des romans à l'eau de rose ou notant dans un carnet à la couverture de cuir fatigué des observations sur les ouvriers indigènes qui passaient le long du chemin de terre battu. Ronsard voyait dans sa pâleur maladive et son détachement la preuve d'une faiblesse morale, qui selon lui se répercutait sur son autorité militaire. « Elle est trop transparente, Valère », lui avait murmuré un jour le capitaine Dubois, avant de mourir de dysenterie. On voit à travers elle, et ce que l'on voit, c'est le dégoût. Le dégoût d'Adélaïde était, dans l'esprit tordu de Ronsard, le terreau où l'accusation de corruption pourrait prendre racine. Si même sa femme ne respectait pas son environnement, comment l'administration pourrait-elle respecter son commandement? La décision fut prise un soir, d'une chaleur tellement épaisse qu'elle semblait coaguler dans l'air. Ronsard avait reçu un message codé annonçant l'arrivée imminente de l'inspecteur Lévesque. Le temps était écoulé. Il devait créer un silence si absolu, une démonstration de force et de contrôle si radicale qu'elle oblitérerait toute autre question. Il fallait, pensait-il dans un délire fébrile, prouver qu'il pouvait manipuler l'ordre et le chaos à volonté, qu'il possédait un pouvoir de vie et de mort sur son environnement, même le plus intime. Il se rendit aux abords du camp, dans les baraquements réservés aux coulis non enrôlés, les hommes qui portaient des fardeaux, qui creusaient les latrines, qui restaient invisibles dans l'ombre du colonialisme. Ces 18 hommes, tous originaires d'un village lointain de la région du Tonkin, étaient les témoins silencieux de tout ce qui se passait. Ils avaient vu la jonque s'amarrer, ils avaient vu les sacs partir et, plus important encore, ils avaient vu la peur dans les yeux de Ronsard. Ronsard fit signe d'appeler Bavine, l'homme qui, malgré son statut de quasi-esclave, portait la dignité d'un chef de clan. Bavine arriva, silencieux comme l'air mort, les yeux baissés, le corps émacié, mais la posture fière. Le colonel ne parla pas de corruption, ni d'honneur. Il parla du destin de ces hommes. Il parla de leurs dettes, de la menace d'une nouvelle révolte qui les verrait pendus en place publique s'ils faisaient le moindre faux pas. Et il parla d'une transaction, un échange de silence contre la survie de leur famille. « 18, Bavine !» murmura Ronsard, sa voix rauque se fondant dans le bourdonnement des insectes. 18 âmes pour garantir l'ordre de ce fort. Le prix de leur liberté est le silence absolu sur cette cargaison manquante. Et la preuve de votre obéissance totale, immédiate, un service qui ne pourra jamais être questionné. Il n'avait pas besoin de nommer Adélaïde. L'air était trop lourd d'entendu. Bavine leva enfin les yeux.
Il ne vit pas l'épouse d'un colonel dans le prix demandé, mais un sacrifice offert par l'homme blanc lui-même à son propre dieu de l'orgueil. Dans ce regard échangé, Ronsard sut que le pacte était scellé. C'était un acte de folie symbolique, une démonstration de domination sur sa propre vie et la vie de sa femme, qui devait cimenter son statut et son invulnérabilité. Il livrait ce qu'il avait de plus précieux pour acheter son silence, et, croyait-il, son honneur militaire. Le tic-tac de l'horloge en cuivre dans le bureau du colonel résonnait comme un marteau frappant l'enclume du destin. La nuit tombait sur Saint-Ignace, et avec elle, le début d'une tragédie dont les murs du fort garderaient la cicatrice, gravée dans l'humidité suffocante et le secret partagé. Continuez. La chaleur, le lendemain, ne monta pas de l'atmosphère, mais sembla exuder du sol même. Une vapeur lourde, saturée de senteurs de terre fermentée et de salpêtre humide. Le colonel de Ronsard n'avait pratiquement pas dormi. Chaque heure avait été une pendule oscillante, mesurant l'intervalle entre son geste atroce et l'arrivée de la conséquence. Il marchait sur la véranda, le bois craquant sous ses bottes, observant les 18 hommes. Ils étaient là, sous le hangar décrépit où l'on rangeait la forge et les outils de défrichage, travaillant avec une précision sinistre. 18 paires d'épaules, 18 paires de mains, accomplissant leurs tâches sans le moindre bruit de conversation, sans le murmure habituel des chants indigènes qui, d'ordinaire, accompagnaient le travail forcé. Leur silence était assourdissant, un mur de terreur poli qui entourait la maison du commandant. C'était exactement ce que Ronsard avait acheté, le contrôle absolu, le silence qui démentirait toute rumeur de désordre, de faiblesse ou de vol. Pourtant, ce silence n'était pas apaisant. Il était la preuve tangible que son âme avait été vendue. Il croisa le regard de Bavine, qui était en train de polir une poignée de pioches. Bavine ne le regarda pas en face, mais ses yeux montèrent jusqu'aux fenêtres de la maison, là où Adélaïde se tenait parfois. Il n'y avait ni menace ni rancune dans ce regard, seulement une compréhension glaciale et ancienne. Le colon et le colonisé étaient désormais liés par une corde nouée dans la boue. Ronsard se sentit soudain exposé. Son honneur, qu'il croyait avoir racheté à ce prix monstrueux, se décomposait déjà. Il était maintenant à la merci du silence de ces hommes. S'il parlait, le scandale ne serait plus une affaire de corruption financière, mais une abomination morale qui le ferait fusiller avant le lever du soleil. Cette nouvelle dépendance l'étranglait. Il fit volte-face et entra dans la fraîcheur relative de son bureau, claquant la porte, l'air chargé de la menace d'une crise de rage. Pendant ce temps, à l'étage, Adélaïde tentait de donner un sens à la nouvelle atmosphère qui pesait sur le fort. Elle avait senti le changement au plus profond de sa solitude. Les journées s'étiraient, mais le temps lui-même semblait s'être arrêté, figé dans l'attente. Elle ouvrait son journal intime, un objet fragile qu'elle considérait comme son seul allié dans cette cage coloniale. 14 juillet 1890. La chaleur est si forte que les feuilles de palmier semblent suer. Mais ce n'est pas la température qui m'étouffe, c'est la pression. Valère est transformé. Il ne me touche plus, il ne me regarde plus. Il traverse les pièces comme un fantôme blessé, le regard fixé sur un point au-delà des murs. Il est obsédé par l'arrivée d'un certain inspecteur Lévesque. Il parle de l'honneur qui doit être préservé à tout prix, comme si cet honneur était un lingot d'or qu'il cachait dans les fondations du fort. Et puis, il y a les ouvriers. Avant, ils chuchotaient, ils riaient doucement. Ils étaient une partie du bruit de fond de ce lieu misérable. Aujourd'hui, ils ne font plus de bruit du tout. Surtout les 18 hommes du camp sud, ceux que Valère appelle les hommes de corvée spéciale. Ils travaillent près de la maison depuis 2 jours, sans échanger un mot. J'ai vu Bavine ce matin. Il m'a regardé. Pas de méchanceté, mais une sorte de pitié abyssale. C'est comme si tout le monde ici, sauf moi, avait été initié à un secret funeste. Et ce secret me concerne. Le plus troublant pour Adélaïde était l'attitude des soldats.
Le jeune lieutenant Mercier, habituellement si courtois, évitait désormais son regard avec une anxiété palpable. Mercier, un idéaliste frais et moulu de Saint-Cyr, avait été affecté au commandement des troupes anamites et voyait la colonie avec une répulsion croissante. Il avait remarqué le décompte étrange des réserves de riz et la façon dont le colonel avait forcé les comptes pour masquer la brèche. Mais il avait surtout remarqué la soudaine, violente et inexplicable réorganisation des tâches de corvée. Il était témoin sans comprendre l'étendue du marché. Il voyait Ronsard distribuer des rations supplémentaires aux 18 hommes, un geste inédit et suspect, et il voyait la terreur dans les yeux de Bavine. Un soir, il avait surpris une conversation entre deux sergents coloniaux, des hommes durs et cyniques. « Vous avez vu le colonel? Il tremble comme une feuille de taro. Il a mis de l'ordre, c'est tout. Ces indigènes sont trop bavards. Maintenant, ils savent qui commande. Et on dit qu'il a fait un marché pour garantir la paix du foyer. » Le sergent avait fait un geste vague vers la maison du colonel. « Une affaire d'honneur, mon lieutenant, entre hommes. Faut pas chercher à comprendre. » Mercier sentait l'odeur du mensonge et de la peur. L'idée qu'un officier puisse sacrifier la dignité de sa propre épouse, même pour éviter le déshonneur militaire le plus complet, était une horreur que son âme jeune refusait d'intégrer. Il ne savait pas ce qui s'était passé, mais il savait que Ronsard était en train de se dévorer lui-même, et que cette folie se répercutait sur tous les habitants du fort comme une onde de choc. La preuve de cette folie se manifesta quelques heures plus tard, sous la forme d'un événement banal qui prit des proportions gigantesques. Le courrier devait arriver par la rivière. Le soldat de garde, un conscrit malnutri nommé Petit, s'était endormi sur son poste, une faute impardonnable dans l'atmosphère paranoïaque du fort. Ronsard, le visage injecté de sang, l'attrapa par la gorge, non pas avec la rage d'un homme punissant l'indiscipline, mais avec la ferveur fanatique d'un prêtre exigeant un sacrifice. « Le désordre nous tuera tous !» hurla Ronsard, tandis que Petit suffoquait, ses genoux s'affaiblissant. « Je n'accepterai aucune faiblesse ici, aucune !» Il frappait le soldat sans le voir, le bruit des coups résonnant sur la place d'armes dans un silence terrifiant. Adélaïde avait couru à la fenêtre, le cœur battant à tout rompre. Elle vit l'expression de son mari, une extase perverse, comme s'il battait le soldat non pas pour la faute commise, mais pour les 15 000 francs volés, pour l'inspecteur Lévesque et pour le prix qu'il avait payé pour son silence. Il se battait contre le monde entier, et il utilisait la violence pour prouver aux fantômes de son honneur que l'autorité était toujours sienne. Le soldat Petit s'effondra, inconscient. Ronsard, haletant, tourna les yeux vers le hangar. Les 18 hommes continuaient leur travail, le rythme de la pioche aussi régulier qu'un battement de tambour de marche funèbre. Ils avaient vu la rage du colonel. Ils savaient de quoi il était capable. Pour Ronsard, c'était suffisant. L'ordre, même fondé sur l'horreur, régnait, mais le chaos, comme le paludisme, était latent. Continuez. Le fort Saint-Ignace, sous le commandement du colonel de Ronsard, devenait une fournaise psychologique, et la seule vapeur d'eau qui montait des douves ne venait plus du Mékong, mais de la sueur de l'angoisse. Les journées s'étiraient, marquées par la monotonie de la peur. L'arrivée de l'inspecteur Lévesque était désormais prévue pour la fin de la semaine, et cette échéance transformait chaque petite imperfection en un gouffre menaçant. L'obstacle du jour, à part le maintien de l'ordre par la terreur, était la disparition du caporal Duclos. Duclos n'était qu'un soldat de seconde classe, spécialisé dans l'inventaire des munitions, mais sa disparition créait une brèche administrative, un trou dans la perfection que Ronsard s'efforçait de présenter. Le colonel organisa une battue, non par souci de retrouver un homme, mais pour faire taire les murmures qui accusaient déjà le fort de dévorer ses propres hommes. Ce qui rendait cette disparition particulièrement piquante, c'était que Duclos était le seul, avant son évaporation, à avoir osé interroger le sous-lieutenant sur l'étrange histoire des 18 hommes. « Pourquoi tant d'attention pour des coulis ?» avait-il demandé. «
On dirait qu'ils ont plus de valeur que nous autres. Sa question, anodine en apparence, avait planté une graine de suspicion dans l'esprit déjà fertile en complot du colonel. Ronsard était convaincu que Duclos n'était pas perdu, mais qu'il était parti révéler l'existence du marché, ou pire, qu'il était le complice des voleurs initiaux. Pendant que Ronsard utilisait des hommes pour labourer la jungle environnante, Adélaïde trouvait un exutoire dans la compassion. Elle avait observé, depuis sa fenêtre, l'état de santé déclinant de Bavine. Il avait une toux sèche et profonde, et ses yeux étaient jaunes. La fièvre tropicale, ou peut-être la fièvre de l'âme, le rongeait. Un matin, elle prit la décision que sa conscience torturée ne pouvait plus ignorer. Elle sortit discrètement de la maison, portant une petite fiole de quinine et une liasse de tissu propre, des biens précieux dans l'isolement de Saint-Ignace. Elle se dirigea vers le hangar, là où les 18 hommes travaillaient, transgressant ainsi la règle non écrite qui séparait l'espace des officiers de celui des indigènes. L'atmosphère dans le hangar était oppressante. Les odeurs de sueur, de métal froid et d'herbes amères se mélangeaient. Quand Adélaïde s'approcha, le travail cessa. 18 pères dieux se levèrent vers elle, non pas avec hostilité, mais avec une curiosité douloureuse. Ces hommes avaient accepté le prix de la vie d'Adélaïde pour leur propre survie, et la voir s'approcher d'eux en plein jour brisait l'accord tacite de leur invisibilité. « Vous êtes malade, Bavine », dit Adélaïde en français, une langue que l'homme comprenait suffisamment pour les ordres et les menaces, mais peut-être pas pour la compassion. Elle lui tendit la quinine. « Prenez ceci, ça fera baisser la fièvre. » Bavine ne prit pas la fiole immédiatement. Il regarda le visage d'Adélaïde, ses traits délicats contrastant avec l'humidité crue de l'air. Le silence était si épais que l'on entendait les gouttes d'eau tomber du toit de tôle. « Madame », répondit Bavine, sa voix un murmure rauque. Il parla en français, un effort qu'il ne faisait que rarement. « Vous ne devriez pas être ici. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle, son cœur battant la chamade. Elle sentait le poids du secret qui les entourait. Le colonel, il n'aime pas le désordre. Elle comprit alors que le désordre n'était pas la simple réorganisation de la maison, mais le fait qu'elle existait en dehors de la sphère de contrôle de son mari. Elle était le chaos potentiel que Ronsard avait tenté de domestiquer. « Je ne fais qu'apporter de l'aide », insista-t-elle. « L'aide ici, » dit Bavine en acceptant finalement la fiole, le contact de leurs doigts, étant aussi bref et brûlant qu'une étincelle, est un danger. Pour vous. Adélaïde recula, se sentant rejetée par la vérité que cet homme pris au piège par son mari tentait de lui transmettre sans violer son serment de silence. Elle retourna à la maison, le poids de la culpabilité de Bavine pesant sur elle comme une chape de plomb. Pendant ce temps, Ronsard recevait la visite inopinée du capitaine Desmoulins, officier des transmissions, qui venait de traverser la jungle. Desmoulins n'apportait pas de bonnes nouvelles. « Mon colonel !» commença Desmoulins, son visage maculé de boue. « Saïgon s'impatiente. L'inspecteur Lévesque a pris du retard à cause des pluies. Mais la pression monte. Il parle de mobiliser le corps d'inspection tout entier, si les comptes ne sont pas réglés d'ici 15 jours. 15 jours. Le sursis était aussi une épée de Damoclès. Ronsard sentit la panique le saisir. Son plan de silence total devait être exécuté à la perfection pour que l'évêque ne trouve rien à redire lors de son arrivée. Mais le délai augmentait le risque que Duclos soit retrouvé, que la maladie de Bavine ne le fasse parler dans un accès de délire ou qu'Adélaïde, par sa présence même, ne devienne une faille. « Et le caporal Duclos ?» demanda Ronsard, sa voix incroyablement calme. « Introuvable, mon colonel. Il a disparu. Certains disent que... » Desmoulins hésita. « Que disent-ils, Desmoulins ?» Ronsard frappa son poing sur la table de teck. « Qu'il est parti vers le nord, vers le Tonkan. Peut-être qu'il a voulu déserter. » Ronsard savait que c'était un mensonge, une tentative des soldats de minimiser le désordre. Duclos n'était pas un déserteur. Il était une victime collatérale, mais cette rumeur offrait une porte de sortie administrative. Le dilemme moral se posa alors avec une clarté brutale.
Ronsard pouvait continuer à maintenir l'ordre par la terreur, en espérant que le silence des 18 hommes tiendrait jusqu'à l'arrivée de l'évêque. Mais si un seul parlait, si un seul flanchait, tout s'écroulerait. Il lui fallait un alibi irréfutable, une preuve qu'il avait lui-même été la victime d'un complot ourdi contre l'honneur français. Il regarda par la fenêtre vers la silhouette gracile d'Adélaïde qui rentrait dans la maison. Si elle tombait, elle entraînerait avec elle le secret du marché. Mais si elle était la preuve que le désordre venait d'ailleurs, d'une faiblesse morale féminine ou d'une trahison familiale, une idée qui était facile à vendre à Saïgon, il pourrait sauver son grade. La nuit suivante, alors que la pluie tombait en déluge, noyant le fort sous un bruit constant d'eau et de vent, Ronsard prit un journal vierge, à l'exception de la première page, où il écrivit d'une main tremblante mais ferme « Note d'Adélaïde, destinée à l'inspecteur l'évêque ». Il allait créer la trahison de toute pièce, pour acheter non plus le silence des coulis, mais sa propre rédemption aux yeux de l'armée. Le sort d'Adélaïde était désormais scellé, non seulement par le marché qu'il avait conclu pour son corps, mais par la trahison qu'il forgeait pour son esprit. Continuez. La pluie de mousson s'abattait sur Saint-Ignace, transformant les chemins de terre en rivières boueuses. Cette obscurité liquide servait de voile idéal aux manœuvres souterraines du colonel de Ronsard. Il était désormais engagé dans une double machination. Maintenir la façade d'un commandement impeccable tout en construisant la preuve de l'instabilité morale de sa femme. La pression psychologique exercée sur lui par Saïgon était déversée sur Adélaïde avec une froideur chirurgicale. Adélaïde, qui avait toujours vécu dans une solitude relative, se retrouva soudainement sous une surveillance constante. Ronsard l'obligeait à rester dans la maison, sous prétexte d'une vague épidémie de typhoïde, qui, selon lui, se propageait dans les quartiers indigènes. En réalité, il voulait l'isoler, la priver de tout contact qui aurait pu la lier au monde extérieur, ou, pire, aux 18 hommes. Dans ce confinement forcé, Adélaïde passait des heures à écouter les bruits de l'extérieur. Elle entendait la cadence régulière des pelles des corvées spéciales, un bruit qui résonnait dans son âme comme le décompte des secondes avant une exécution. Elle ne comprenait pas l'intégralité du marché, mais la peur qui irradiait de Ronsard et le regard de Bavine lui avaient donné une certitude. Elle était la monnaie d'échange. Elle commença alors sa propre subtile rébellion. Elle écrivait toujours dans son journal, mais elle le faisait avec une minutie et un désespoir accru, sachant qu'il pouvait être découvert. Elle y décrivait moins ses sentiments que les faits précis de l'isolement et de la folie de son mari. 19 juillet 1890. Valère a retiré les clés de la réserve de vivres et du cellier. Il dit que je suis trop laxiste avec les rations des domestiques. Il me surveille même quand je prends mon thé. J'ai l'impression que si je fais le moindre pas de travers, il verra une trahison dans ma démarche. Il m'a demandé hier, avec une insistance presque obscène, si j'avais des contacts avec les travailleurs coloniaux de la cour. J'ai menti et dit non, la peur au ventre. Je sais qu'il prépare quelque chose pour cet inspecteur l'évêque. Il passe la nuit à sa table, rédigeant des rapports, puis les déchire. Quand je suis descendu boire de l'eau, j'ai vu un carnet sur son bureau, neuf, avec mon nom à l'intérieur. Il écrivait une chose terrible, mais je n'ai pu déchiffrer que quelques mots. Contact avec l'ennemi, l'instabilité de la femme, négligence criminelle. Ce carnet, le faux journal qu'il préparait, était l'arme de Ronsard. Il y forgeait une version des événements où Adélaïde, par son détachement du devoir impérial et sa prétendue curiosité malsaine pour les affaires militaires, aurait pu, involontairement ou volontairement, la distinction importait peu pour Saïgon, divulguer des informations ayant conduit au vol des fonds. Le contact avec l'ennemi n'était pas un amant, mais une interaction trop familière avec les indigènes du fort, les 18 hommes qui étaient désormais ses complices silencieux et terrifiés. La paranoïa de Ronsard se manifestait par des crises soudaines et imprévisibles. Le lieutenant Mercier, qui avait observé le caporal Petit se faire battre, devint l'objet d'une attention particulière du colonel.
Mercier avait une attitude trop propre, trop honnête. Ronsard le voyait comme une menace potentielle, un juge moral. Un après-midi, Mercier fut convoqué. L'air était si lourd qu'il était difficile de respirer. Ronsard, assis derrière son bureau, tenait une paire de jumelles militaires qui semblaient peser une tonne. « Lieutenant, votre zèle est louable, mais votre manque de discernement l'est moins. Je vous ai vu rôder près de la maison hier soir. Que cherchiez-vous » Mercier, pris de court, bredouilla. « Mon colonel, je vérifiais les sentinelles. La pluie masque le bruit, j'étais prudent. » « Prudent ou curieux ?» Ronsard se pencha. « J'ai noté que vous regardez ma femme. C'est une attitude très impériale, Mercier. Je sais que les jeunes officiers s'ennuient, mais ici, dans mon fort, on ne s'ennuie pas, on sert. » L'accusation, voilée et infâme, était destinée à créer une distance irréversible entre Mercier et Adélaïde, mais surtout à instiller la peur dans l'esprit du lieutenant. Ronsard ne craignait pas l'adultère, il craignait le témoin. « Mon colonel, je vous assure que mon regard ne porte que sur le service, » protesta Mercier, le visage rouge. « Bien, alors le service sera votre unique distraction. Vous prendrez la corvée de nuit pour le secteur sud, à la limite de la palissade. Vous ne rentrerez pas avant le lever du jour, et vous n'aurez aucun contact avec le camp de corvée spécial. » C'était une punition, mais aussi un exil stratégique. Mercier serait éloigné des événements qui se dérouleraient à la maison du colonel, juste au moment où l'évêque allait arriver. Ronsard s'assurait ainsi que les seuls témoignages officiels viendraient de lui. Alors que Mercier s'éloignait, le cœur rempli d'amertume et de dégoût, il comprit l'ampleur de la perversité du colonel. Ronsard ne se contentait pas d'être corrompu, il exigeait que tous les autres deviennent ses complices passifs. La pression de l'administration coloniale augmentait. Desmoulins envoya un second message. L'inspecteur était en route, mais serait accompagné d'un aide de camp. 2 paires-dieux, 2 juges. L'échéance n'était plus qu'à 3 jours. Ronsard passa cette nuit à peaufiner son faux journal, utilisant les phrases exactes qu'Adélaïde utilisait dans ses lettres familiales pour donner une authenticité déchirante à la trahison qu'il inventait. Il y décrivait des rencontres secrètes avec Bavine pour échanger des informations sur les mouvements de troupes et la mention d'une somme d'argent qu'elle aurait prétendument utilisée pour soudoyer les hommes de corvée afin qu'ils l'aident à fuir l'enfer colonial. C'était une manœuvre diabolique, il attribuait à Adélaïde la motivation exacte de son propre crime. À l'aube, il cacha le carnet dans un compartiment secret du bureau, non pas pour qu'il soit trouvé, mais pour qu'il soit découvert par l'inspecteur Lévesque au moment psychologique parfait, prouvant que son propre honneur avait été sali par le désordre domestique. Il ne restait qu'une seule étape, l'exécution du pacte symbolique, la démonstration de sa totale maîtrise sur le destin de sa femme. Il devait créer un événement si choquant et si public, dans le cadre limité du fort, que personne n'oserait jamais remettre en question sa version des faits. Il fallait qu'Adélaïde soit irrémédiablement compromise. Il se rendit à la fenêtre et regarda le hangar, où les 18 hommes attendaient le prochain ordre. Continuez. Le moment était venu où l'horreur devait se manifester, non comme un acte de rage, mais comme une froide nécessité administrative. Le colonel de Ronsard avait besoin que le pacte conclu avec les 18 hommes soit publiquement visible, non pas dans les faits explicites, mais dans la déchéance et l'isolement total d'Adélaïde. L'occasion se présenta lors de la revue hebdomadaire du fort, un événement obligatoire qui réunissait tous les officiers et les soldats restants sur la place d'armes. C'était le seul moment où Adélaïde était autorisée à sortir de la maison, pour se tenir symboliquement aux côtés de son mari, représentant l'ordre domestique qui, dans l'idéal militaire, reflétait l'ordre du commandement. Ce matin-là, l'air était inhabituellement clair après la mousson, mais chargé d'électricité. La place était bordée de troupes françaises et de supplétifs anamites. Au centre, Ronsard se tenait droit, la perfection glaciale de son uniforme contrastant avec la fièvre qui lui rongeait l'intérieur.
Les 18 hommes de corvée spéciale, menés par Bavine, avaient reçu l'ordre de nettoyer et d'entretenir la bordure de la palissade de bambou, juste derrière la ligne de parade. Cette position, juste assez visible, était le théâtre que Ronsard avait choisi. Quand Adélaïde sortit, vêtue d'une robe de coton légère, elle fut accueillie par un silence qui n'était pas respectueux, mais pesant. Les officiers baissèrent tous la tête, une chorégraphie de gêne qui lui indiquait que, même sans connaître les détails, chacun sentait que quelque chose de terrible se jouait. Elle s'avança vers Ronsard, mais il fit un pas en avant, brisant la symétrie du couple. « Madame !» dit-il, sa voix portant juste assez pour que les officiers et les soldats puissent l'entendre, mais avec une douceur fausse et dangereuse. « Vous semblez pâle. La chaleur vous incommode. Ne restez pas au soleil. » C'était une humiliation déguisée en sollicitude. Il lui ordonnait de se retirer, de ne plus jouer le rôle de la femme du commandant. Adélaïde sentit le rouge lui monter aux joues, mais elle obéit, ne voulant pas créer de scandale public. Elle se retira dans l'ombre du grand manguier à côté de la réserve de fourrage. C'est là, dans cet exil forcé, qu'elle vit l'exécution de l'accord. Ronsard, après avoir passé les troupes en revue, fit signe à Bavine. « Homme de corvée !» cria le colonel, sa voix fendant l'air. « Vous allez maintenant préparer le chemin sud. Les palissades ne sont pas solides. Vous avez une journée pour tout remettre en état. » Le chemin sud était un endroit stratégique, mais l'ordre était banal. Ce qui ne l'était pas, c'était la suite. « Colonel !» lança Ronsard, s'adressant au sergent-chef Dubois, un homme massif et brutal, connu pour sa loyauté aveugle. « J'ai noté que le fourrage près de la maison est trop exposé à l'humidité. Faites en sorte que les 18 hommes le déplacent, qu'ils le fassent sécher, ici, à l'ombre du manguier. » Le manguier. L'endroit exact où Adélaïde s'était réfugiée. En quelques minutes, le groupe de Bavine fut dirigé vers la zone de séchage. Adélaïde se retrouva subitement encerclée. Les hommes, portant des bottes de fourrage lourds, travaillaient en silence autour d'elle. Elle était là, au milieu du cercle, comme le centre d'une scène théâtrale perverse. Bavine s'approcha pour déposer une botte de paille, presque à ses pieds. Il était si près qu'elle pouvait sentir l'odeur âpre de sa sueur et de l'humidité. Il ne la regarda pas, mais il chuchota, dans un français si bas qu'il se confondait avec le bruit du travail. « Madame, vous êtes le nouveau fardeau du fort. » Elle comprit alors. Ronsard avait non seulement acheté leur silence, mais il les avait forcés à devenir les gardiens et les témoins de son sacrifice. Leur travail autour d'elle, leur proximité forcée, était la preuve visuelle que les coulisses avaient maintenant un droit de regard, un accès physique à l'intimité de la femme du colonel. Devant tous les officiers et les soldats, Adélaïde était désormais étiquetée, une femme qui n'était plus sous la protection de l'honneur militaire de son mari. Elle était un objet partagé, un pion que le colonel utilisait pour prouver qu'il pouvait sacrifier la dignité la plus intime pour maintenir l'ordre public. Le lieutenant Mercier, posté loin sur le flanc, vit la scène à travers ses jumelles. Il ne pouvait pas entendre les murmures, mais il voyait l'agonie sur le visage d'Adélaïde et la posture contrainte de Bavine et de ses hommes. Il comprit que le colonel avait brisé son propre foyer pour sauver sa peau. Ce n'était pas un simple adultère ou une négligence, c'était une trahison de l'âme, une mise en scène macabre pour le bénéfice de l'administration coloniale. La scène dura 1 heure. Adélaïde resta figée, son cœur battant un rythme de panique. Elle se sentait violée par les regards, par la proximité forcée, par le chuchotement de Bavine. Elle était le signe public de la soumission de Ronsard. Lorsque la revue fut terminée et que Ronsard revint vers elle, il affichait une expression d'une sérénité absolue. Il avait gagné, il avait établi l'ordre par le sacrifice. « Vous voyez, ma chère, » dit Ronsard, reprenant le ton d'un mari agacé par la faiblesse de sa femme. « Ces hommes sont parfaitement dociles si l'on sait les traiter. Ils font un travail excellent. » Il lui offrit son bras. Adélaïde le prit, mais elle sentit qu'elle touchait non pas la chair, mais de la glace. L'image des 18 hommes l'encerclant,
Le silence de Bavine et la fausse bienveillance de Ronsard lui firent comprendre que son mariage et sa vie étaient terminés. Dans la soirée, elle écrivit dans son vrai journal, non pas des pensées, mais des instructions. Elle décrivit l'emplacement exact de son journal et la nécessité de le faire parvenir à qui de droit. Elle comprit qu'elle devait agir non seulement pour se sauver, mais pour dénoncer la monstruosité de son mari. La conséquence de cette reversée était terrible. Adélaïde avait perdu sa protection, mais elle avait gagné sa clarté. Elle n'était plus une victime passive, mais un agent secret de sa propre vengeance. Elle savait que l'inspecteur Lévesque arrivait, et elle savait que le vrai journal du colonel ferait éclater le scandale qu'il cherchait désespérément à étouffer. Continuez. Les jours qui suivirent la revue furent une lente descente dans la paranoïa domestique. La maison du colonel était devenue un champ de mines invisibles. Adélaïde agissait avec une placidité forcée, presque anormale. Elle prenait ses repas en silence, répondait aux questions de Ronsard par des monosyllabes et évitait toute occasion de se retrouver seule avec lui, craignant la nouvelle explosion de fureur qu'elle sentait couver sous son calme glacial. Ronsard, de son côté, était certain d'avoir consolidé sa position. Les soldats étaient terrifiés, les coulis réduits au silence par la menace, et sa femme était publiquement humiliée, son statut de dame du fort détruit, ce qui facilitait grandement le récit de sa négligence criminelle dans le faux journal. Il passait ses journées à relire les faux aveux qu'il avait fabriqués, à l'affût du moindre manque de crédibilité. Pourtant, c'était dans les détails infimes qu'Adélaïde préparait sa propre manœuvre de survie. Elle avait besoin d'un allié, d'un passeur pour son journal, mais le fort tout entier était sous la coupe de la peur. Tous les officiers l'évitaient. Il ne restait que l'homme qui avait été le plus près de comprendre son désarroi, Bavine. Elle se rappela l'avertissement de Bavine. « L'aide ici est un danger, pour vous. » Elle savait qu'il agissait par survie, pour lui et pour ses hommes, et que tout contact avec elle pouvait les condamner. Mais elle comprit aussi que Bavine portait une dignité que Ronsard, même dans son uniforme immaculé, avait perdue. Son plan était périlleux. Il impliquait de violer à nouveau l'interdit de son mari et de risquer la colère des 18 hommes. Un soir, alors que Ronsard était au cercle des officiers pour un dîner tendu, Adélaïde enfila une chemise noire pour se confondre avec la nuit. La lune, pleine et crue, éclairait la cour du fort. Elle emporta son journal, serré contre sa poitrine, le poids de la vérité pesant plus lourd que n'importe quel lingot d'or perdu. Elle se glissa hors de la maison et se dirigea vers les cuisines extérieures, là où les restes de nourriture étaient stockés avant d'être distribués aux corvées du matin. L'air sentait l'huile rance et la braise éteinte. Elle savait que Bavine et ses hommes dormaient non loin de là, dans la paillasse qu'ils avaient érigée pour eux-mêmes, plus près de la zone de travail que des dortoirs du fort. Adélaïde posa son journal sur une caisse de bois et attendit. Son cœur cognait si fort qu'elle craignait que le bruit n'éveille les sentinelles. Quelques minutes plus tard, Bavine apparut. Il venait vérifier le seau d'eau pour ses hommes. Il était fatigué et voûté, le paludisme le rongeant visiblement. Il ne la vit pas tout de suite. « Bavane !» murmura Adélaïde, sa voix à peine audible. L'homme se figea, le dos raidi par la peur. Il se retourna lentement. Ses yeux, sous le clair de lune, étaient vides de toute surprise. Il semblait s'attendre à ce que la tragédie vienne sous cette forme. « Madame !» répondit-il. Il parlait avec une urgence contenue. « Vous ne devez pas être ici. Vous mettez tout en péril. »« Je sais, » dit-elle. Elle fit un pas vers le journal. « Mon mari, il va mentir. Il va dire que c'est moi qui ai trahi, pour le vol. » Bavine ne réagit pas aux mots. Le concept de l'honneur militaire français était étranger, mais la trahison était universelle. Il vit la détresse pure sur son visage. « Le journal que j'ai là, » continua Adélaïde, « c'est la vérité. Je veux qu'il arrive à l'inspecteur Lévesque, mais après qu'il aura vu le faux. Je ne fais confiance à personne ici, sauf à vous. » Bavine regarda le journal.
Le risque d'être impliqué dans une affaire de l'administration coloniale était la pendaison immédiate, non seulement pour lui, mais pour ses 17 hommes. Mais en regardant Adélaïde, il vit aussi l'absurdité du marché que Ronsard lui avait imposé. Il avait vendu son âme pour sauver sa tête, et maintenant la femme qui en était le prix venait lui demander de racheter une partie de la sienne. Le colonel, il va arriver dans 2 jours. L'évêque, si je trouve ce carnet sur vous, je dois... Bavine ne put terminer sa phrase, mais le sens était clair. Il était lié à l'ordre de Ronsard. « Je ne vous demande pas de le garder, » dit Adélaïde. « Je vous demande de le cacher. Quelque part où l'évêque pourrait le trouver plus tard, quand le chaos sera passé, juste après qu'il aura cru les mensonges de mon mari. » C'était un engagement complexe, non pas un acte de rébellion directe, mais un plan de contre-enquête. Bavine comprit l'intelligence de la manœuvre. Si le journal était trouvé immédiatement, Ronsard aurait le temps de le discréditer. S'il était trouvé après que l'évêque ait validé la version de Ronsard, ce serait une bombe à retardement. Bavine hocha lentement la tête. Il n'y avait pas d'amitié, seulement une alliance forcée contre un ennemi commun. « Il y a un endroit, » dit Bavine, « sous le lit de l'infirmerie, sous la 3e brique de l'angle Hête. Il n'y a personne là-bas en ce moment. » Adélaïde lui tendit le journal. Leurs doigts se touchèrent à peine, mais l'échange scella leur destin. « Faites attention, Bavine, » dit-elle, l'angoisse la submergeant. « Il est prêt à tout. »« Et moi aussi, madame, » répondit Bavine, sa voix pleine de résignation. Il disparut dans l'ombre, le petit carnet à couverture de cuir pressé contre sa poitrine. Adélaïde retourna à la maison, se sentant soudainement forte. Elle avait mis en jeu la vie de 18 hommes. Mais elle avait aussi planté la graine de la justice. Elle se prépara mentalement à la tempête. L'arrivée de l'évêque, la présentation du faux journal, la chute qu'elle devait jouer. Elle était prête à devenir la traîtresse officielle du fort pour que la vérité puisse survivre, continuer. L'arrivée de l'inspecteur Lévesque fut le point de non-retour, le moment précis où la réalité du fort Saint-Ignace se déchira pour révéler la folie qui y régnait. Il débarqua par la rivière à bord d'une pirogue à moteur, accompagné de son aide de camp, un jeune homme pâle et méticuleux, le tout enveloppé d'une aura de bureaucratie froide qui semblait aspirer l'humidité tropicale. L'évêque était un homme de 50 ans, au visage sec comme du parchemin et aux yeux d'un gris inquisiteur. Il ne venait pas chercher la vérité, il venait chercher la faute, et il préférait qu'elle soit facilement identifiable. Le colonel de Ronsard accueillit l'inspecteur avec la perfection militaire qu'il avait passé des semaines à forger. L'inspection du fort fut irréprochable. Les registres étaient parfaitement tenus, les sentinelles alertes, les baraquements propres. Il n'y avait aucun signe de désordre, ni de laxisme, sauf peut-être l'absence persistante du caporal Duclos, que Ronsard expliqua comme une désertion inhérente à la lâcheté coloniale. Pendant ce temps, Adélaïde jouait le rôle de l'épouse distante et maladive, évitant l'inspecteur. Elle se tenait dans l'ombre, les mains jointes, son silence criant sa souffrance, une performance qui ajoutait de la crédibilité au récit de son instabilité. L'évêque, cependant, était venu pour les 15 000 francs manquants. L'examen des comptes fut rapide et frustrant. Ronsard avait brouillé les pistes avec un génie de la corruption, attribuant les pertes à des dépenses d'urgence en équipement local et à la nécessité d'une milice indigène secrète, une pratique courante, bien que mal vue. Après des heures d'interrogatoire stériles, Ronsard comprit qu'il devait jouer sa carte maîtresse. « Inspecteur, » dit Ronsard, après avoir servi un vieux cognac dans son bureau exigu, « vous cherchez la faute. Je vous assure qu'elle n'est pas dans le commandement, elle est dans la maison. » Ronsard se dirigea vers son armoire et en sortit le faux carnet, le même que Ronsard avait vu Bavine emporter. « Je ne devrais pas vous montrer ceci, inspecteur. C'est une question de honte personnelle. Mais l'honneur de la France ici est plus important que le mien. » Il tendit le carnet. « Ceci est le journal de mon épouse, Adélaïde. J'ai eu le malheur de le découvrir il y a peu. Vous y trouverez la source de notre désordre. » L'évêque prit le carnet, sceptique au début,
puis absorbé par les détails troublants qui y étaient inscrits. Les fausses notes décrivaient la folie des contes, l'ennui d'Adélaïde et sa tentative de se venger de son mari en vendant des informations, et pire, en soudoyant les coulis pour qu'ils l'aident à fuir avec l'argent manquant. Les phrases, écrites dans le style d'Adélaïde, donnaient une dimension tragique et passionnelle à la trahison. « Elle décrit des contacts avec ses hommes de corvée ?» demanda l'évêque, ses yeux s'écarquillant à la lecture des passages inventés où Adélaïde se plaignait de devoir partager ses secrets avec ces créatures locales pour leur loyauté. « Oui, inspecteur, elle avait un besoin pathologique de s'ingérer dans les affaires du fort, mentit Ronsard, son visage étant une étude de la souffrance noble. Le vol a été rendu possible par son indiscrétion. Elle a brisé l'ordre ici. » Le soulagement de l'évêque fut palpable. L'explication était parfaite pour l'administration coloniale, un désordre provoqué par l'émotion et la faiblesse féminine. Le colonel de Ronsard n'était pas un voleur, mais une victime de son propre foyer. « Et où est-elle maintenant » demanda l'évêque. « Elle est dans sa chambre, sous garde. Elle est en proie à une crise nerveuse. Je n'ai pas pu supporter cette honte, inspecteur. J'ai rétabli l'ordre du mieux que je pouvais. » Ronsard avait réussi. L'évêque, soulagé d'éviter un scandale militaire d'envergure, était prêt à clore l'affaire en blâmant l'instabilité d'Adélaïde et la désertion du caporal Duclos. Cependant, alors que Ronsard savourait sa victoire, un événement imprévu et terrible survint. Le jeune aide de camp de l'évêque, le méticuleux monsieur Dubois, avait besoin d'utiliser l'infirmerie pour soigner une coupure qu'il s'était faite en montant à terre. Dans l'infirmerie temporaire, un lieu généralement sinistre et vide, Dubois s'agenouilla pour récupérer de l'eau. Il remarqua immédiatement la brique mal ajustée dans le coin est du sol. Curieux par nature, il souleva la dalle et découvrit le véritable journal d'Adélaïde, enveloppé dans un morceau de tissu huilé. Dubois hésita. Les instructions de l'évêque étaient claires. L'affaire était close. Mais quelque chose dans le fort, l'atmosphère de terreur polie, le silence des coulis et l'aspect spectral d'Adélaïde, l'incita à ignorer l'ordre. Il lut quelques lignes à la lumière faible. Il lut les notes sur la folie progressive de Ronsard, sur l'humiliation publique à la revue et surtout sur le pacte. Adélaïde n'écrivait pas les détails graphiques des horreurs que Ronsard avait échangées, mais elle parlait de la monnaie de la honte et du prix payé avec la vie des autres pour le silence de 18 âmes. Dubois remonta le journal, le cœur battant. Il comprit la manœuvre diabolique de Ronsard. Le faux journal était destiné à enterrer le vrai. Il retourna précipitamment au bureau de Ronsard, où l'évêque était en train de rédiger son rapport préliminaire. « Inspecteur !» s'exclama Dubois, essoufflé, le visage pâle. « J'ai trouvé ceci, dans l'infirmerie. Je crois que cela modifie votre rapport. » Il posa le journal d'Adélaïde sur la table. L'évêque le regarda, d'abord avec irritation, puis avec une anxiété croissante. Il lut l'écriture authentique, le ton désespéré. L'histoire qu'il avait crue si parfaite, celle de la trahison passionnelle, s'écroulait. Le climax était atteint. Le faux récit était exposé, non pas par un coup de théâtre, mais par un humble agent administratif dans une infirmerie oubliée. Ronsard, voyant son vrai journal sur la table, comprit qu'il avait été trahi par la seule personne qu'il avait tenté de dominer par la peur. Il poussa un cri guttural, celui de la bête acculée, et se jeta sur la table, tentant de récupérer le carnet. L'évêque, comprenant la gravité de la situation, saisit le poignet de Ronsard avec une force inattendue. « Colonel, contrôlez-vous » Mais Ronsard était au-delà du contrôle. Le sens de l'honneur qu'il avait tenté de préserver s'était transformé en une fureur maniaque. Continuez. La révélation du véritable journal d'Adélaïde ne provoqua pas une explosion bruyante, mais un effondrement silencieux et total de l'ordre que le colonel de Ronsard avait si méticuleusement construit. Dans son bureau, les trois hommes étaient figés. L'évêque tenait le carnet comme s'il s'agissait d'une grenade dégoupillée, son visage livide.
Dubois se tenait en retrait, son devoir accompli, mais son âme horrifiée. Ronsard était acculé. Il n'avait plus rien à perdre. « C'est une contrefaçon » hurla-t-il, sa voix brisée par la panique. « Une conspiration. Elle est folle, inspecteur. Elle a toujours été folle. Elle se venge. » L'évêque, expert en faux semblants coloniaux, reconnaissait le son authentique du désespoir. Il ouvrit le journal à la page où Adélaïde décrivait la scène de la revue, l'encerclement par les 18 hommes, et l'aveu de Bavine concernant le fardeau. « Colonel, » dit l'évêque, sa voix redevenue clinique, « ce carnet fait état d'un marché, un échange d'honneur contre le silence de ces 18 hommes concernant les fonds manquants. Est-ce exact ?» Ronsard, réalisant l'inutilité du déni, s'effondra sur sa chaise, le corps tremblant. L'air s'échappa de lui dans un sifflement rauque. « Elle est la cause, elle a semé le désordre. Je n'ai fait que rétablir l'autorité, sauver le grade, sauver la France. » La nuit était tombée sur Saint-Ignace, et l'atmosphère était lourde d'une tempête de fin du monde. Pendant que le drame se déroulait dans la maison du commandant, un autre événement, consécutif à l'échange de la veille, se préparait dans la cour. Bavine et les 17 autres hommes avaient compris qu'Adélaïde avait agi. Le risque de l'avoir aidée ne leur garantissait plus rien. Au contraire, s'ils étaient découverts, ils seraient les boucs émissaires idéaux, non seulement pour le vol, mais pour la trahison de l'épouse du colonel. L'acte de courage d'Adélaïde devenait leur condamnation à mort. L'évêque, ayant compris l'essentiel, ordonna à Dubois de faire venir l'épouse et les témoins. « Amenez la dame, et que l'on fasse venir ce Bavine et ses hommes. Qu'ils confirment leur serment de silence, » dit l'évêque. Alors que Dubois se dirigeait vers les quartiers d'Adélaïde, un bruit étrange et sec monta de la cour, un crépitement suivi d'une odeur âcre de fumée. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'exclama l'évêque. Ronsard, qui avait relevé la tête, comprit immédiatement. C'était le chaos qu'il avait tant craint, le désordre qu'il avait tenté d'acheter. L'incendie s'était déclaré dans le hangar des corvées. Les flammes montaient déjà vers le ciel. Ce n'était pas un accident. Les 18 hommes, réalisant que leur position de témoins silencieux et complices était désormais intenable, avaient choisi de s'immoler, non pas par le feu, mais en créant une diversion totale. Ils savaient que s'ils étaient interrogés par l'évêque, ils seraient forcés de confirmer le marché, ce qui aurait conduit à leur exécution. Ils avaient choisi la révolte silencieuse. Les cris montèrent, non pas les leurs, mais ceux des autres soldats. La panique s'empara du fort. Les hommes de Bavine avaient mis le feu au stock de fourrage et de carburant pour créer un écran de fumée qui leur permettrait de s'échapper dans la jungle. L'objectif de Ronsard s'était inversé. Il voulait le silence, il récoltait l'explosion. Il avait payé pour la loyauté et il recevait la trahison finale. L'évêque, en inspecteur, ne pouvait tolérer la révolte. La question des 15 000 francs était soudainement secondaire par rapport à la perte de contrôle militaire. « Colonel !» cria l'évêque. « Vos hommes se mutinent, éteignez cet incendie !» Ronsard se précipita dehors, non pour éteindre le feu, mais pour voir ses bourreaux silencieux s'échapper. La révolte couvait. Les 18 hommes avaient brisé la palissade de bambou près du manguier et se dirigeaient vers le Mékong, sous une pluie de tirs désorganisés. « Tirez-leur dessus! Tuez-les tous !» hurla Ronsard, sa voix se perdant dans le vacarme. Il pointa son arme sur le groupe en fuite. Mais le chaos était total. Dans la confusion de l'incendie, le lieutenant Mercier, qui était de corvée, réussit à atteindre la maison. Il vit Adélaïde, seule, regardant le brasier avec une expression de terreur et de soulagement mêlés. « Madame, l'inspecteur vous demande. » Adélaïde le suivit, traversant le tumulte. Dans le bureau, la lumière vacillait à cause de l'incendie. L'évêque, le visage trempé de sueur, était sous le choc. « Madame de Ronsard, » dit l'évêque. « Le journal, est-il vrai ?» Adélaïde regarda son mari revenu du dehors, le visage noirci par la fumée et la folie. « Tout est vrai, inspecteur, » dit-elle, sa voix incroyablement claire, au milieu du chaos.
sauf l'argent. L'argent n'est pas ma préoccupation. J'ai été livré pour acheter un silence qui n'a pas tenu. Ronsard se jeta sur elle, mais fut retenu par Dubois. « Sorcière !» cracha-t-il. La crise maximale était passée. L'incendie était circonscrit par les troupes qui n'avaient pas encore déserté. Les 18 hommes étaient partis. Mais le scandale était là, plus brûlant que les flammes. La vérité était sortie, au prix de la destruction du fort et de la fuite des témoins. Continuez. La confusion régnait sur Saint-Ignace, enveloppée d'une odeur tenace de bois brûlé et de la terreur froide d'un commandement brisé. L'incendie, rapidement maîtrisé par les troupes encore disciplinées, avait fait son office. Il avait servi de couverture à la fuite des 18 hommes et de point de rupture pour le colonel de Ronsard. L'évêque, pragmatique jusqu'à l'os, comprit que le scandale était désormais d'une ampleur incontrôlable. Un officier supérieur accusé d'avoir volontairement provoqué l'humiliation de son épouse en échange d'un silence sur la corruption et dont les témoins du crime s'étaient enfuis lors d'une mutinerie spectaculaire. Cela dépassait les capacités de gestion d'une simple inspection. L'armée coloniale avait besoin de héros, pas de tragédiens. Il y eut une nuit d'interrogatoires intenses, menée à la lumière vacillante des lampes à huile, où Adélaïde réitéra son témoignage, appuyée par le journal qui détaillait la descente aux enfers de son mari et la nature abominable du pacte. Elle insista, non sur le vol des fonds, mais sur la mise en scène de sa déchéance pour couvrir la faute de Ronsard. L'évêque réalisa alors le dilemme. Accuser Ronsard reviendrait à admettre publiquement la corruption structurelle de l'administration, l'existence d'une mutinerie autochtone réussie et le rôle ignoble joué par un colonel dans le sacrifice de sa propre femme. L'honneur de la France, dans l'esprit de l'évêque, exigeait une solution moins spectaculaire. La réversibilité s'opéra au petit matin, lorsque l'évêque, après avoir longuement soupesé l'impact politique de l'affaire, fit sa déclaration finale à Ronsard. Colonel, l'affaire des fonds est complexe. Nous n'avons aucune preuve formelle de votre implication directe. L'incendie et la fuite des hommes de corvée confirment l'instabilité de la population locale, ce qui pourrait expliquer la perte initiale. Ronsard, qui s'était préparé à la cour martiale et au peloton d'exécution, ne comprenait pas. L'évêque continua, son visage de plus en plus dur. Quant à votre épouse, la vérité de son journal, si elle était rendue publique, serait une tache indélébile sur l'autorité française. Nous ne pouvons pas permettre que le monde extérieur sache que les officiers de l'Empire sacrifient leur famille pour masquer des erreurs de gestion. La justice tordue commençait. L'évêque décida de maquiller l'histoire. Voici la version officielle, colonel. Les fonds ont été volés par un réseau de coulis, mutins, et par le caporal Duclos, qui a déserté. Votre épouse, Madame Adélaïde de Ronsard, après avoir montré des signes de déséquilibre mental causés par le climat, a tenté de se lier d'amitié avec ces traîtres pour les raisonner. Elle a été gravement choquée par les événements. Ronsard était sauvé administrativement. Son honneur militaire, à la grande surprise de tous, était préservé. Cependant, le prix de cette survie était exorbitant. « Vous garderez votre grade, colonel, » dit l'évêque, « mais vous n'aurez plus de commandement. Vous êtes relevé de vos fonctions sur le champ. Vous serez renvoyé en France pour problèmes de santé liés au climat. De plus, une enquête discrète, mais exhaustive, sera menée sur votre rôle dans la gestion de la mutinerie. Et sachez ceci, vous êtes terminé. » Le sort d'Adélaïde fut encore plus cruel. L'évêque ne pouvait pas la laisser libre de parler. Il lui donna deux options, présentées avec une fausse compassion. « Madame de Ronsard, votre courage est admirable, mais votre témoignage ferait tomber l'administration. Vous rentrerez en France immédiatement sous escorte, pour être placé dans une maison de convalescence discrète. Votre état mental sera déclaré fragile. Vous serez prise en charge, mais vous ne pourrez plus jamais parler de ce qui s'est passé ici. » La seconde option, le déni total et la réclusion à vie dans le fort, considérée comme une folle. Adélaïde accepta l'exil forcé.
Elle avait obtenu la survie, mais au prix de son silence et de la reconnaissance de sa folie. Ronsard regarda sa femme, non avec amour ou pitié, mais avec une haine venimeuse. Elle lui avait volé son avenir, même en lui sauvant la tête. « Et Bavin, et les autres ?» demanda Adélaïde. « Disparus, » répondit l'évêque d'un ton sec. « Ils seront chassés. S'ils sont retrouvés, ils seront exécutés pour mutinerie. Nous n'avons aucune preuve, hormis ce journal, de votre échange. Nous ne les poursuivrons que pour le vol. » Le colonel Aimé Valère de Ronsard, héros mutilé, échappa à la sanction officielle. Il s'embarqua quelques jours plus tard, seul vers la France, portant sur ses épaules le poids de sa légion d'honneur et le silence de son âme rasée. Adélaïde le suivit une semaine après, séparée de lui, considérée comme une invalide psychologique. Le fort Saint-Ignace fut officiellement mis sous quarantaine. Le récit des 15 000 francs manquants fut imputé aux indigènes et à un sous-officier déserteur, un simple fait divers de la vie coloniale. La justice avait été tordue. Ronsard avait gardé son grade, mais il avait perdu toute son humanité. Adélaïde avait préservé la vérité, mais l'avait vendue contre sa liberté de parole. Continuez. L'océan Indien était un miroir d'argent sous le ciel bas du retour, mais pour le colonel de Ronsard, le voyage n'était qu'une traversée de l'enfer vers le vide. Il n'était plus le commandant redouté de Saint-Ignace, mais un homme en congé maladie, sa gloire coloniale réduite à une cicatrice administrative. À Paris, on le recevrait avec les honneurs dus à son grade. Mais dans les couloirs du ministère, on chuchoterait l'histoire de sa fragilité nerveuse et de son incapacité à gérer les affaires domestiques dans l'isolement tropical. Il était officiellement irréprochable, mais secrètement infâme. Sa nouvelle vie était un cloître. Il fut logé dans un appartement bourgeois et silencieux du 16e arrondissement, où la seule vue qu'il avait était sur une cour intérieure. La bureaucratie le maintenait en attente d'une affectation honorifique, un titre sans pouvoir. Il passait ses journées à lire des journaux qui ne parlaient que de l'agitation politique en Europe, loin de la moiteur et du sang de l'Indochine. Mais le silence de Paris était plus assourdissant que la cacophonie de la jungle. Il n'était pas hanté par les 15 000 francs ou l'inspecteur l'évêque, mais par les 18 hommes. Leur silence initial, acheté au prix de la dignité de sa femme, puis leur fuite violente dans les flammes, étaient devenus les murs de sa prison mentale. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait Bavin, l'homme qui avait tenu le journal d'Adélaïde et qui avait, par son exfiltration, fait exploser le mensonge. La rumeur le rattrapait parfois. Lors d'une réception mondaine que son statut lui imposait, un général bien informé l'arrêta. « Ronsard, on dit que vous avez eu des problèmes de discipline à Saint-Ignace ? Des indigènes indisciplinés, mon général. Rien qu'une main ferme ne puisse régler. » Le général le fixa avec des yeux perçants. « On dit aussi que l'affaire impliquait votre épouse, une affaire de famille, n'est-ce pas ?» Ronsard sentit la panique l'étreindre, mais il avait appris à porter le mensonge comme une armure. « Ma femme a eu des problèmes de nerfs, mon général. Le climat est cruel. Elle est en convalescence. » L'autre hocha la tête, mais le regard qu'il lui lança indiquait qu'il ne croyait que la moitié de l'histoire, et que cette moitié suffisait à le bannir du cercle de ceux qui avaient de l'avenir. Ronsard était un fantôme décoré. Quant à Adélaïde, sa vie n'était pas meilleure. Elle fut placée dans un sanatorium en Suisse, où l'air était frais et les gardes discrets. Elle n'était pas malade, mais elle était silencieuse. L'évêque avait fait son travail. Toute correspondance était filtrée, ses sorties étaient surveillées. Elle était officiellement en traitement pour une dépression coloniale. Elle avait sauvé sa vie et exposé la vérité, mais elle ne pouvait en récolter les fruits. Elle était condamnée à vivre avec le savoir d'un crime absolu, incapable de le dénoncer sans confirmer le diagnostic de sa folie. Elle écrivait, non plus dans un journal, mais dans des lettres cryptées à sa sœur, décrivant la couleur des murs et les repas, et laissant des blancs là où l'histoire aurait dû être. Ces blancs
était le véritable témoignage de la violence qui lui avait été faite. Elle ne haïssait plus Ronsard. Elle avait atteint une distance froide, comprenant qu'il était lui aussi victime du système d'honneur militaire qu'il avait idolâtré. Le lieutenant Mercier, le seul officier à avoir pressenti l'horreur, avait été affecté au Maroc, son silence acheté par une promotion précoce. Il écrivit une seule fois à Adélaïde, mais la lettre fut interceptée. La conclusion de cette justice tordue était la solitude glaciale. Ronsard était riche et respecté en apparence, mais sa conscience était déchirée. Il tentait de noyer ses remords dans l'alcool et les cérémonies, mais le bruit du vent dans les platanes de Paris était sans cesse remplacé par le murmure des 18 hommes dans la nuit d'Indochine. Un matin, 2 ans après les événements, Ronsard reçut une coupure de journal de Saïgon glissée anonymement dans sa boîte aux lettres. C'était un bref rapport sur des affrontements dans la jungle du Tonkin, mentionnant la mort de 18 bandits locaux dans une embuscade contre les forces françaises. Ronsard reconnut immédiatement le nombre. Les hommes de Bavine avaient peut-être trouvé la liberté pour un temps, mais le système les avait finalement rattrapés. Ils étaient morts, mais leur silence était enfin totalement acquis. Ce fut le coup de grâce. Ronsard n'avait plus rien à craindre, mais il n'avait plus rien à qui se raccrocher. L'honneur qu'il avait tenté de préserver s'était dissous dans le sang et le mensonge. Il avait gagné son combat contre l'administration, mais il avait perdu son âme. Il se leva, sa main se dirigea vers le ruban rouge de sa Légion d'honneur, et il sentit l'ignominie l'envahir. Il était le colonel qui avait livré son épouse et sa dignité pour un silence que la mort seule avait pu garantir. Son existence serait désormais une punition silencieuse, une vie de luxe et d'horreur auto-imposée, la pire des fins pour un homme obsédé par l'apparence.